Merci d'être venu donc à cette rencontre autour des femmes migrantes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire pendant l'heure, c'est vraiment de leur donner voilà, corps, vie, apparence, sachant qu'elles sont invisibilisées doublement, triplement en tant que femmes, en tant que migrantes, et vivant avec le VIH. Alors, je tiens à mettre les choses tout de suite au point. Il ne s'agit pas de parler à leur place, mais d'être au plus près de leurs propos et de leur vécu. Et de ne pas non plus faire d'elles des êtres vulnérables, alors que, par essence, alors que, je pense que c'est important de le rappeler, alors que c'est la société, l'environnement, les inégalités de genre, raciales ou sociales qui les rendent vulnérables. Et je vous donne juste 3 petits chiffres et 2 ou 3 points pour que ça pose bien la situation. Donc l'ONU-SIDA a rapporté en 2023 que les femmes et les filles, tout âge confondu, représentent 44% des nouvelles infections au VIH. Et en Afrique subsaharienne, le chiffre monte à 62%. Et en France, alors là je parle sous le contrôle des 4 intervenantes, 75% des femmes nées à l'étranger et vivant avec le VIH sont subsahariennes. Hein, c'est ça, voilà. Et donc, les principales difficultés, c'est le fait qu'il n'y ait pas de baisse de contamination chez ces femmes depuis 10 ans, c'est ce que vous m'avez rappelé, alors qu'ailleurs ça baisse pour les autres groupes. Point 1. 2, quand elles sont diagnostiquées, souvent c'est un stade avancé de la maladie, ce qui rend donc plus complexe et délicate leur prise en charge médicale. Et enfin, autre caractéristique majeure qui va un peu contre les idées reçues, c'est que près de la moitié, enfin 41%, mais alors c'est un vieux chiffre, ça aussi c'est un problème parce qu'il n'y a pas énormément de chiffres, sont contaminés après leur arrivée en France, ce qui témoigne de leur grande précarité ici. On parlera aussi des femmes trans qui ont 60 fois plus de risque d'être contaminées que le reste de la population. On n'est pas très nombreux, mais c'est très bien. On va faire 3 quarts d'heure de discussion, mais peut-être n'hésitez pas. En principe, la parole est à vous à la fin, mais peut-être on peut essayer de faire quelque chose de plus démocratique et plus tournant. Et n'hésitez pas, à un moment donné, vous levez la main et puis je vous passe la parole, sachant intervenir sur le sujet qui est voilà, sur lequel on est en train de parler, pas quelque chose de totalement différent, pour peut-être pas trop brouiller la conversation, mais je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose comme ça, si ça vous convient. Alors, Victoria Manda, vous êtes donc infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Nadine Manyanga, vous êtes volontaire, pardon, vous êtes là, excusez-moi, je trouve que je faisais comme ça. Vous êtes volontaire aide, présidente aide Hauts-de-France. Non, c'était l'ancienne présidente. Ancienne présidente, mais bon, voilà. Mais vous êtes volontaire depuis très longtemps. Lydienne Ntogé, vous êtes à Marseille, et vous êtes volontaire depuis 1 an à peu près, c'est ça? Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Et Karen Champenois, vous êtes épidémiologiste, ingénieure de recherche à l'INSERM, et vous travaillez principalement sur l'accès au dépistage et la prévention du VIH. Peut-être on va commencer avec vous et nous dire un peu qui sont ces femmes, et voilà, voilà ce que vous avez, peut-être dire aussi la difficulté aussi d'avoir des chiffres, voilà, comment vous travaillez. C'est difficile parce que qui sont ces femmes avec de l'épidémie, je vais vous dire, elles sont autant à 80% machin, voilà. Ouais. Et c'est quand même, ça gomme quand même beaucoup de ce qu'elles sont, de la diversité, voilà. Des hétérogénéités, voilà. Mais c'est aussi des chiffres qui sont importants aussi, parce que c'est là-dessus que se basent finalement les politiques de santé. Donc les femmes qui vivent avec le VIH, on a des données à partir des cohortes de personnes qui sont suivies pour le VIH, comme la FHDH ou la KIVI. Et on sait que dans ces cohortes, il y a à peu près 30% de femmes, et que dans ces 30% de femmes, et là je vais dû regarder mon papier, mais il y a à peu près 60% qui sont nées en Afrique subsaharienne et
et un petit peu 10-12% qui sont nés dans un autre pays, et seulement 12% des femmes cis qui sont infectées par le VIH sont nées en France. D'accord. Voilà, donc ça pose déjà un premier constat que finalement, il y a une certaine disproportion. Après, on a beaucoup d'informations aussi avec les nouveaux diagnostics de VIH. Donc ça, c'est Santé publique France qui nous donne ces informations chaque année. Et donc là, on a les informations pour 2023. Et comme vous le disiez, on a les nouveaux diagnostics. Donc ce n'est pas forcément les nouvelles infections, hein, c'est les infections que l'on détecte. Et en effet, les femmes migrantes, nées à l'étranger, représentent un nombre assez important des nouveaux diagnostics. En effet, c'est la seule population pour laquelle ça ne baisse pas, sauf au moment de Covid, puisque bien sûr, il y avait les mesures à la fois de distanciation sociale et d'accès aux soins en France et de fermeture des frontières qui ont fait chuter finalement ce nombre. Et il est remonté au niveau qu'il avait avant Covid. Et voilà. Et donc, en fait... Et après, pour les personnes qui sont nées à l'étranger, ce que vous disiez également, c'est qu'ils ont pu avoir des estimations qui ont été faites justement sur les personnes qui ont nouvellement diagnostiquées en 2023. Et il est estimé qu'à peu près la moitié des personnes qui sont nées à l'étranger et qui vivent avec le VIH en France se sont contaminées une fois arrivées en France. C'est un peu moins pour les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est plutôt autour de 40%. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les grands chiffres. Et puis après, il y a plein d'autres éléments. Donc l'étude parcours, par exemple, qui avait été faite, promue par la NRS et faite en 2012-2013 chez des personnes qui étaient nées en Afrique subsaharienne et qui résidaient en Île-de-France et qui vivaient avec le VIH, avait montré à peu près ces mêmes proportions de personnes qui avaient acquis le VIH une fois en France. Et les facteurs qui étaient associés avec le fait d'acquérir le VIH en France, c'était de ne pas avoir de logement stable personnel, le fait d'avoir fui son pays pour une menace, donc une grande situation de vulnérabilité parce que l'arrivée n'est pas préparée, on ne connaît pas forcément quelqu'un, le chemin de migration a certainement été plus compliqué. Et voilà, et de ne pas avoir de statut administratif régulier. Donc c'est vraiment, parfois on dit que les femmes sont plus exposées, mais finalement c'est les situations dans lesquelles elles vivent, leurs conditions de vie, qui les exposent. Et voilà. Et en effet, comme vous disiez, elles cumulent la vulnérabilité de genre, de couleur de peau, de social, etc., etc. Et c'est aussi, parce que là, du coup, moi, je suis plutôt sur un versant prévention, mais ce sont les mêmes facteurs qui vont compliquer l'observance des traitements pour celles qui vivent avec le VIH et qui font qu'on donnerait l'impression que chez les femmes, le traitement marche moins bien. En fait, c'est encore une fois les facteurs sociaux qui viennent, les inégalités sociales, qui viennent en fait comme facteur intermédiaire de tout ça. Nadine Malonga, c'est ce que vous constatez, vous. Alors, vous faites de la prévention auprès de ces femmes. Et au téléphone, quand on s'est eu, vous me disiez aussi que là, les dernières années, ce qui compliquait beaucoup leur situation, c'était notamment cette question de type de séjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette précarité, comment sur quoi elle repose? Tout à fait. Nous, à Aide, précisément, nous accompagnons que ce soit de femmes séronégatives par rapport à la prévention. Donc voilà, et la femme aussi qui est déjà séropositive. Donc ce qui se passe actuellement, déjà par rapport à la femme qui vient d'arriver, un primo-arrivant, il faut que cette personne attende 3 mois pour avoir au moins l'accès aux droits. Et même si cette personne a l'accès aux droits, et c'est par rapport aussi à ses démarches administratives, à sa demande d'asile. Dès que cette personne est déboutée d'asile, il faut encore faire des procédures pour que cette personne ait au moins l'AME qui est aujourd'hui remise en cause. Et actuellement, cette femme qu'on a accompagnée durant plusieurs années pour qu'elle soit stable
au moins par rapport à l'observance de son traitement, par rapport à son titre de séjour et tout. Et on est en train de vivre un problème par rapport à la politique publique répressive où le renouvellement des titres de séjour pour soi, c'est un problème. Un problème plus particulièrement par rapport à toute la population migrante ici et particulièrement par rapport à cette femme qui est déjà marginalisée, qui est déjà précaire et qui s'est retrouvée dans la société avec un travail, un CDI, avec un logement, tout en observant son traitement et du coup en renouvelant ses papiers, refus. Ah ouais. Et refus, ces derniers temps, le refus, ça se suit toujours avec un ordre de quitter les territoires. Et nous le savons tous actuellement avec la nouvelle loi, l'ordre de quitter les territoires, ça fait que c'est 3 ans. Et cette femme est replongée encore dans la précarité et replongée encore dans des difficultés, on pourrait dire interminables. Elle perd son travail, elle perd les tout. Et si cette femme est séropositive, qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'observance? Vous, c'est ce que vous voyez aussi, donc quand vous recevez ces femmes à l'hôpital, j'imagine. Et quel constat faites-vous? Ça devient vraiment de plus en plus difficile, là, je dirais, depuis les 2 dernières années. Les sociétés savantes ont alerté, que ce soit la Société française de lutte contre le sida, la Société de pathologie d'infectiologie. Nous, dans notre travail quotidien, c'est vraiment des très gros problèmes, puisqu'on a de plus en plus de patientes que nous suivons, qui sont parfaitement observantes, qui, comme vous dites, sont bien intégrées. Alors, ne peuvent pas toujours avoir un travail déclaré, parce que bien sûr, elles se heurtent aussi à ça, à des patrons qui ne veulent pas toujours les déclarer, alors qu'elles travaillent 35 heures. On leur dit, ben non, en fait, le titre de séjour pour soins, il va vous être refusé, faites-le plutôt un titre de séjour pour le travail, sauf que personne ne veut les déclarer et les aider à faire ces démarches-là. Et effectivement, on en vient avec nos assistantes sociales à faire des demandes pour des titres de séjour pour soins qui sont sans cesse refusés avec des obligations de quitter le territoire. Et en fait, ce qui est du coup les réponses que nous avons, c'est que les traitements sont disponibles en Afrique et que un soin en France n'est pas nécessaire. Ce qui en réalité est faux. Peut-être que certains traitements sont disponibles en Afrique, mais le suivi qui est proposé n'est pas le même. Donc nous, on est obligé de faire des certificats en plus pour justifier le suivi adéquat, que ce soit le suivi gynécologique adapté, tous les autres suivis qui sont recommandés par l'OMS pour un bon suivi de vivre correctement avec le VIH. Mais c'est sans cesse des certificats qui nous sont refusés. Et c'est très difficile, c'est vraiment de plus en plus difficile. Et je pense que ça, c'est une parole qui est partagée par l'ensemble des infectionneurs. Et Lydiane Ntogue, c'est ce que vous disiez, vous êtes arrivée il y a 1 an, 2 ans, vous disiez, et vous avez vraiment fait la différence entre le traitement et ce qu'on dit du sida. Donc vous, c'est au Cameroun, et ici, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter votre expérience, qu'on comprenne bien? Oui, en effet, en fait, moi quand je suis arrivée, je suis partie parce que justement j'avais un problème de... mon traitement n'était plus adapté et tout, donc j'ai aligné plusieurs échecs thérapeutiques. Donc quand moi j'arrive, déjà au niveau... comme elle le disait, Nadine, quand tu arrives et que tu n'as pas... Il faut 3 mois déjà pour avoir vraiment l'AME ou l'accès aux soins. Et bon, quand tu es en situation de crise, ou bien tu arrives dans un état très très avancé dans ta santé, un état critique, et que tu arrives à l'hôpital, parce que tu entends c'est non. C'est non, on ne peut pas vous recevoir, non, qu'est-ce qui vous a envoyé ici, non, c'est pas possible et tout. Et ce non-là, du coup, on se dit, mais finalement, on est parti pour se trouver une solution pour la survie, en fait, on recherche la survie, et qu'au final, on vous sert un non. C'est comme si, en fait, finalement, vous êtes rejeté à gauche, vous êtes rejeté à droite, en fait. Vous n'avez nulle part où aller parce que vous êtes personne vivant avec le VIH. Si vous êtes chez vous, vous n'avez pas accès aux soins. Ici, on vous dit non parce que vous n'avez pas les papiers qu'il faut pour avoir le soin. Donc, en fait, on est un peu laissé pour soi.
Mais heureusement pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer un infectiologue qui passait par là, a entendu des noms qui étaient quand même assez volumineux, un non, qui se... Donc elle passait, je ne sais pas où elle allait, et elle a entendu ça, elle m'a regardée, elle m'a prise avec elle pour son bureau, elle dit, vous allez gérer les papiers administratifs après, moi je m'occupe de la patiente. Donc du coup, ça c'est une chance que tout le monde n'a pas en fait. Donc on te sert un nom, tu rentres dans la rue, en fait, tu rentres dans ta situation et puis tu réfléchis encore un peu comment est-ce que je vais m'en sortir. Donc, et comment je reçois ça, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué quand je suis arrivée. Le fait que, en fait, l'accès au traitement, l'accès aux soins pour des personnes migrantes est lié à leur situation administrative, en fait. Donc, pas de situation administrative, pas de soins. Donc, c'est lié. Du coup, moi, je fais face à ça et mon infectiologue, après, la deuxième chose qui m'a également surprise, c'est l'information que j'ai reçue. Parce qu'effectivement, lorsque elle me prend dans son bureau, elle m'explique ce que c'est que le VIH, elle m'explique comment ça fonctionne aujourd'hui, quelles sont les avancées qu'il y a dans les traitements quand on est indétectable. On ne peut plus transmettre la maladie. Alors là, moi, c'est un coup de massue en fait. Je reçois ça vraiment comme un coup de massue dans la gueule. Je dis... Et elle me voit ahurie, elle me voit les gros yeux ouverts là, elle me dit, mais si Lydienne, je te dis que quand tu es indétectable, tu ne transmets plus le virus. Et moi, je lui dis, est-ce que je peux passer un coup de fil? Elle me dit, oui, allez-y. Et moi, j'appelle mon infectiologue au Cameroun pour lui dire que, mes docteurs, vous saviez qu'aujourd'hui, quand on a le VIH, si on est observant et qu'on est... Non, il faut pas... Ça, c'est pas des choses qu'il faut dire et tout. Effectivement, c'est compréhensible aussi de son point de vue pour le type de traitement qui est donné, la génération des traitements qui sont donnés en Afrique, certainement ne te permettent pas d'être indétectable. Donc, c'est normal qu'effectivement, cette information ne soit pas transmise de cette façon. Mais moi, je lui disais, oui, c'est ce qui se dit aujourd'hui ici. Et je me suis rendu compte qu'à 6 heures à vol d'oiseau, c'est vraiment... c'est deux réalités différentes par rapport au VIH. De l'autre côté, on se prépare à la mort encore, aujourd'hui, parce que de l'autre côté, le VIH, c'est qu'on se prépare à... On ne sait pas, c'est un sursis. Aujourd'hui, je me suis réveillée, c'est un sursis. Mais ici, de ce côté, c'est qu'on fait des projections. On peut vivre, on se projette. C'est deux environnements, deux réalités vraiment différentes, mais c'est le même combat. C'est la même problématique, la même maladie. Donc, du coup, moi, c'est ça qui a motivé, en fait, même mon engagement en réalité. Me rendre compte qu'il y a un silence à 6 heures de vol d'oiseau d'ici, qui est inacceptable en fait. Et ça, c'est dû effectivement au fait qu'il n'y ait pas de traitement, c'est dû au fait qu'on ne peut pas communiquer sur les informations alors on ne peut pas apporter la solution aux personnes. Parce que si on vous dit en Afrique, au Cameroun par exemple, moi j'avais en venant 4 médicaments différents tous les mois, c'est-à-dire ce mois-ci j'ai un traitement, je les ai montrés à mon infectieux ici. Ce mois-ci, j'ai ce traitement, le mois prochain, j'en ai un autre, le mois d'après, j'en ai un autre, le 4e mois. Et puis le 5e mois, je reviens sur le premier. Donc, j'ai apporté mes traitements. Elle les a vus, mais c'est hallucinant. Il y a une molécule qui change à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a 3 molécules, il y en a une qui est différente de celle du mois prochain, ainsi de suite. Donc, forcément, l'effet est différent et tout. On ne peut pas communiquer sur le reste. Donc, effectivement, en tant que femme migrante, quand on arrive ici, on est confronté en même temps à de l'espoir et en même temps on est buté par notre situation administrative, par notre vécu social qui vraiment ça nous met dans une situation inconfortable quand même. Je voulais vous demander le fait d'être confronté à cette situation administrative qui empêche le soin. J'imagine que pour les hommes c'est la même chose. Ou est-ce que les femmes sont quand même plus en but à cette équation qui les mettent dans des situations compliquées? Je pense que c'est un peu la même chose. Ouais. Il n'y a pas de raison que ce soit plus l'un ou l'autre. Les chiffres... Alors, parce que moi je suis madame chiffre, hein. Les chiffres sont un peu différents dans le sens où quand on compare l'étude parcours avait comparé les hommes et les femmes, et les hommes avaient tendance à acquérir un peu plus souvent le VIH en France parce que finalement les femmes, notamment d'Afrique subsaharienne, sont infectées plus jeunes et donc plus souvent dans le pays. C'est ce qui fait la différence. Et quand on regarde, il y a une étude qui... on n'est plus femmes migrantes, mais il y a une étude qui a été faite chez les
les HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes nés à l'étranger, et on retrouve des proportions beaucoup plus hautes. Donc, voilà. Donc, c'est pas en fait vraiment la question que vous m'avez posée à propos de la lutter contre Oui, les parce que je soins, voulais savoir, mais est-ce que les femmes je sais pas. Ouais, est-ce que les femmes ont plus de difficultés d'accès aux soins que les hommes migrants? Je sais pas. Ça, vous Après, savez. j'ai l'impression qu'on voit moins les hommes dans le soin, d'une façon générale. Ouais. Là, nous, on est confrontés à de tels problèmes d'obligation de quitter le territoire. J'ai voilà, c'est ça. senti que chez les hommes et chez les femmes, ça reste quand même très compliqué. Je pense que là, le problème, là, aujourd'hui... Là, c'est ça qui oblitère, en fait. Là, on voit voit bien. Enfin, donc, il y a d'un côté ces OQTF de plus en plus nombreuses, d'un côté l'AME, pour lequel on a de plus en plus peur. Ouais. J'ai l'impression que là, sur l'accès aux droits, il y a une réelle discrimination. Et est-ce que ça empêche les gens de venir même? Je pense que oui, certains patients s'en empêchent de crainte. Bien sûr, on essaie toujours de créer ce climat de confiance à l'hôpital, puis là, c'est évident, mais je pense que oui, ça peut en empêcher. Il y a vraiment cette crainte en ce moment que l'on ressent. Moi, je pourrais ajouter une chose, ça empêche, parce qu'à l'aide, on organise des ateliers, on organise des groupes de parole, de soutien. Vraiment, vous pouvez avoir peut-être une file active assez avancée, des 30-50 personnes qui se présentent, mais du coup, avec toute cette situation, la personne a peur de venir vers nous pour avoir un soutien, pour avoir même des informations. Oui, parce qu'elle peut être interpellée et ça pose problème. Donc, ces peurs-là font que la femme ou l'homme migrant soit invisibilisé. Et le parcours de soins aussi, c'est compliqué. Nous, des fois, on fait des attestations données aux personnes qui insistent. Vraiment, j'en ai besoin du groupe de parole. Ça me fait du bien, ça me donne vraiment des billes pour résister. On fait des fois des attestations. Au cas où si tu es interpellé, tu montres l'attestation. Peut-être si ils ont cette volonté, ils peuvent appeler l'association et on va expliquer. Et en plus, par rapport à cette différence de la femme, aussi c'est le poids de la culture. La femme africaine, on ne le voit pas comme un homme africain. Un homme africain, c'est le poids de la culture. Donc, on est buté dans des discriminations, des situations où c'est un homme, ça peut passer. Mais pour une femme, c'est compliqué. Nous, on va dans des foyers, dans le lieu d'hébergement. Aide va vers aussi. On va dans les lieux d'hébergement, dans des CADA, dans des CHSRS. On fait des entretiens avec des femmes migrantes. Ce qui ressort, c'est du lourd. Ouais. Donc, vraiment, la femme migrante est confrontée à cette situation. Il y a le poids de la culture. Il y a aussi le poids administratif. Donc, cela fait en sorte que cette femme soit de plus en plus vulnérabilisée. Mais, au contraire, c'est une femme forte. Mais par rapport à tout ça, ça la plonge encore dans la précarité, dans des situations intenables. En fait, pour rebondir... Oui, sur le poids de la culture. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, pour qu'on comprenne? Mais culturellement, la femme et l'homme ne sont pas... chez nous en Afrique, une femme, par exemple, dans sa vie, dans sa relation de couple, notamment, n'est pas maîtresse de son corps, en fait, en réalité, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est le compagnon, le conjoint ou le partenaire qui qui prend quand il veut, quoi. C'est-à-dire que c'est à sa guise, c'est pour son plaisir à lui, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en discute lors des réunions de femmes et tout, pour donner un peu de pouvoir. On a un groupe de parole femmes migrantes au niveau de notre LM de Marseille, au cours de discussions, effectivement, c'est ça qui remonte, en fait. Les femmes, on essaie de leur dire, mais non, c'est à vous de prendre... Et le vécu de la maladie est en général considéré... Enfin, comment il est perçu chez ces femmes-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la honte ou c'est une maladie qui fragilise? Enfin, comment elle est perçue en général?
En réalité, le VIH est une maladie, qu'on le veuille ou non, elle reste une maladie de honte en fait. Elle reste une maladie de honte parce qu'elle est liée à la sexualité. Et comme la sexualité est tabou, c'est pas la femme qui doit parler de sexualité. Donc l'homme peut en parler un peu plus, mais la femme, elle n'est pas autorisée. C'est pas des sujets. Ça te rend tout de suite libertine, ça te rend tout de suite femme facile, femme légère et tout, frivole. Donc des termes comme ça commencent à sortir. Du coup, en fait, le VIH, en plus de cela, les femmes, quand on est dans nos groupes de parole, en fait, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent dans notre famille, dans notre relation de couple. L'homme, déjà, il refuse le fait qu'il ait la séropositivité. Nous, on a rencontré des femmes dont le conjoint peut-être est séropositif et il ne veut même pas savoir. Il ne va pas vers le soin, il ne va pas à l'hôpital, il ne cherche pas. C'est la femme qui a le besoin, parce qu'elle va porter une grossesse, elle va aller chercher à savoir comment elle va protéger son enfant, ainsi de suite. Elle va aller à l'hôpital, même quand elle revient avec l'information, le mari, il ne coopère pas en fait. Il ne coopère pas dans le... Du coup, elles veulent savoir comment est-ce qu'elles peuvent amener leur conjoint. D'autres nous demandaient comment faire en ce qu'il aille à l'hôpital. Est-ce que je peux l'amener voir mon médecin pour savoir pour que mon médecin lui en parle? Mais l'amener déjà jusque-là, c'est un problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de difficultés avec les femmes. Mais moi, je voulais surtout réagir sur le fait que, sur la question que vous avez posée, si en tant que migrants, c'est plus les femmes ou les hommes cis qui ont des difficultés et tout. Mais c'est les deux, en fait. Aujourd'hui, en termes de démarches administratives, on sert autant les OQTF aux femmes qu'aux hommes. Et aujourd'hui, on sert autant. Donc, du coup, ce n'est pas un problème. En fait, les démarches administratives n'ont rien à voir avec le genre. Ça a plus à voir avec le fait qu'on soit migrant venu d'Afrique subsaharienne ou pas, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi ça, ou migrant tout court. Donc, mais il y a des migrants qui sont un peu plus, mieux intégrés, mieux acceptés que les personnes venant d'Afrique subsaharienne. Mais nous, les femmes d'Afrique subsaharienne, la problématique que l'on rencontre la plupart du temps dans nos groupes de parole, c'est que les femmes n'arrivent pas. On se rend bien compte que quand elles sont en couple, c'est pas elles qui ont le pouvoir. C'est pas elles qui peuvent prendre des décisions. Elles n'arrivent même pas à apporter l'information à leur conjoint pour qu'ils les rejoignent, en fait, dans un suivi médical approprié, ainsi de suite. Il faut beaucoup de travail là-dessus également, en fait. Donc, on y travaille dans nos groupes de parole, on insiste on donne des outils, mais elles restent seules avec leur information. Elles ont besoin du groupe pour en parler. Hors du groupe, c'est pas facile de... Karen, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a ces contaminations, peut-être rappeler les contaminations qui ont lieu en France, en fait? Il y a une partie importante quand même des contaminations qui ont lieu en France. Pourquoi est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que ces contaminations diminuent? En effet, pourquoi on avait dit c'est quand même plutôt les facteurs de précarité, l'exposition, pour avoir un logement, pour avoir à manger, pour avoir un travail, pour avoir... Voilà. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui ne prennent pas de contraception, donc il y a quand même aussi, parce qu'elles ont envie d'avoir un enfant, et du coup il y a forcément une exposition qui est liée, parce que ça n'arrive pas comme ça. Mais voilà, et après, comment amener la prévention? C'est justement là-dessus qu'on essaye de travailler avec des personnes de la salle, Manuela notamment. Mais en effet, comment amener les mesures de prévention, l'information à des femmes avec le langage qui est approprié, approprié au contexte, à la culture, etc. Et puis aussi... si effectivement elles sont dans une situation compliquée, c'est certainement pas la priorité la santé. Dépenser, manger, être dans un endroit à sécurité, etc. Du coup, on entend moins les messages. Il y a tout des éléments. Ensuite, la prévention, il y a plusieurs méthodes. Alors évidemment, on pourrait parler de la PrEP d'emblée.
Mais il y a aussi d'autres façons de se protéger, qu'on connaît pas, dont on a le pouvoir. Enfin, il y a voilà, la différence entre hommes et femmes. Est-ce qu'on pourrait négocier facilement un préservatif dans une relation qu'on n'a pas forcément consenti mais qu'on est obligé de faire? Enfin, c'est pas forcément évident. Donc il y a tout ça à mettre en lien. Il faut que la femme soit suffisamment sûre d'elle, en confiance pour pouvoir proposer les éléments de prévention. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses et c'est extrêmement compliqué, je pense. Je me tourne vers vous par rapport à la PrEP. En fait, en France, là c'est le chiffre 2023, il n'y a que 4% 4,6% des personnes qui prennent la PrEP, ce sont des femmes. Donc c'est extrêmement, enfin c'est de l'ordre de rien, quoi. Comment on peut expliquer ça et est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Oui, il y a beaucoup à faire. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de monde dans la salle qui essaie de faire. Et donc c'est vrai que là, la PrEP, ça a vraiment changé l'épidémie du VIH sur les dernières années. En France, on peut quand même être assez fier des chiffres, puisqu'il y a eu une diminution du nombre de diagnostics, sauf chez les femmes, pour qui ça stagne, mais chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Et c'est vrai que là, tous les essais qui ont été développés pour la PrEP ont été faits particulièrement, voire que pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et nous, on voit bien, en recherche, quand on essaie d'inclure et de proposer les essais aux femmes, on voit bien que tous les essais, tous les protocoles sont faits avec des critères pour l'inclusion, des questions qui sont vraiment adaptées à la vie sexuelle des hommes qui ont des rapports avec les hommes et pas du tout à la vie sexuelle des femmes. C'est-à-dire qu'on va les inclure si elles ont tant de partenaires. Ah non, si vous n'en avez pas tant, on ne va pas vous inclure. Et on voit bien que quand on pose les questions, c'est complètement ridicule parce que une femme ne va jamais, de toutes les manières, nous avouer qu'elle a eu tant de partenaires. Et au contraire, on sait très bien les facteurs de risque, ils ont été très bien décrits par Karen. C'est la précarité, c'est de devoir avoir des rapports transactionnels pour avoir un toit, pour avoir à manger. Et donc c'est vers ces facteurs-là qu'il va falloir nous cibler les femmes et après leur proposer des endroits où elles se sentent en confiance pour avoir la PrEP. Je pense que sur les études là, qui ont montré l'efficacité de la PrEP chez les femmes, il y a plusieurs critères là, qui vont être nécessaires, en tout cas en France, sur lesquels on va devoir vraiment s'améliorer. C'est l'aller vers, ce que font très très bien les associations et ce qui a déjà été décrit, le hors les murs, l'aller vers, aller dans les foyers, enfin exactement voilà, ce qui vient d'être dit. Il y a également, pour les professionnels de santé, un gros travail qu'il va falloir faire. Les femmes ne vont pas venir en maladie infectieuse prendre la PrEP. Ça, je pense, complètement illusoire de croire ça. Mais c'est plutôt les professionnels de santé qui travaillent dans les centres de santé sexuelle où il y a de la régulation des naissances ou bien en gynécologie, puisque... Vous citiez par exemple le planning familial. Exactement, le planning familial. On le sait, les femmes se sentent en confiance avec ces professionnels-là. Il y a vraiment cette relation de confiance et je pense que c'est le lieu dédié pour parler de santé sexuelle et de prévention. D'accord. Comment vous voyez ça, Lydiane et Nadine, la PrEP, est-ce que ça vous semble quelque chose qui peut être facilement... enfin, rien n'est facile, mais disons, est-ce qu'il y a quelque chose... Vous pensez que c'est un moyen qui peut être efficace, mais qui demande quel travail pour que les femmes puissent l'adopter? Mais déjà rendu disponible la PrEP injectable pour les femmes, de ça, parce qu'aujourd'hui la PrEP, la forme qu'elle a, c'est assez difficile de convaincre des personnes de prendre des médicaments tous les jours. Hein. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose. 7 jours avant, il faut programmer son rapport sexuel 7 jours avant. C'est-à-dire, je me dis, dans 7 jours, j'aurai des rapports, donc je commence à prendre la PrEP. Ouais. Après 7 jours après. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent programmé, puisqu'elles ne sont pas forcément en capacité d'avoir le pouvoir sur le rapport sexuel en question. Donc, c'est assez difficile. Nous, on a fait l'expérience, on est allé dans des lieux où les femmes migrantes sont, ne serait-ce que déjà pour en parler de la prévention. On en avait déjà parlé en équipe parce que c'est un groupe de femmes, que ce soit séropositives ou non, de femmes migrantes. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aborder le sujet de la PrEP auprès des femmes migrantes en général? Déjà, il y a beaucoup d'espaces où on essaie de travailler là-dessus. On a
des groupes de parole dans ce sens-là. Et on a essayé de réfléchir, d'aller leur dire l'intérêt de prendre la PrEP justement pour pouvoir avoir du pouvoir à ne pas avoir attrapé le VIH. Et on est allé vers les femmes. Déjà, leur en parler, c'était le premier problème qu'on a, le premier obstacle en fait, c'est pas un problème, mais c'est un obstacle qu'on a rencontré. C'est qu'on veut bien parler sexualité, mais dans le discret, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans le open space, c'est pas dans son lieu de commerce, on veut pas en parler là et tout, on veut des endroits sécurs pour pouvoir discuter de cela. Donc on s'est dit qu'effectivement, il faudrait peut-être à un moment donné penser, trouver des espaces où, en fait, multiplier des lieux de discussion, d'échange là-dessus, pour pouvoir trouver des ambassadrices, parce que est-ce que toi-même tu le prends? La question qu'on nous a posée à chaque fois quand on venait, toi-même est-ce que tu prends? Donc ça, il faut trouver des visages, mettre des visages. Nous, on aime bien ça, nous les Africains, on aime bien s'identifier à quelque chose. Donc chercher des personnes qui prennent la PrEP comme des ambassadeurs, des visages pour porter cette parole-là. Parce qu'effectivement, le message de la PrEP aujourd'hui est destiné, dans toutes les communications, est destiné aux personnes, aux hommes. Et ça ne se cache pas, on sait que, et on a vu les résultats, tout a été mis en place pour que ça parle aux hommes. Aujourd'hui, il faut que tout soit mis en place également pour que ça parle aux femmes. Donc si ce n'est pas fait, si ce n'est que ma parole qui viens vers ma consoeur et tout, pour lui dire que la PrEP va te demander est-ce que tu le prends? Est-ce que tu le prends? Moi, là, tout de suite, là, j'aurais pas la réponse, non, je ne le prends pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des ambassadeurs pour en parler et pour parler de la PrEP. Et comme je dis, la PrEP, vraiment, ce n'est pas notre préoccupation première aujourd'hui en tant que personne. Voilà. C'est pas, ouais, parce que quoi alors? Parce que comment on fait de la prévention alors? Parce que notre préoccupation aujourd'hui, à Marseille aujourd'hui, quand on appelle le 115 pour la mise à l'abri, on nous a donné l'information officielle il y a quelques jours, n'appelez même plus. Il n'y a pas de place. On est en train d'entrer en hiver, les gens n'ont pas de toit. Ce n'est pas à ce jour-là que je choisirais pour aller leur parler de la PrEP. Ouais. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, les OQTF sont servis en masse. Ce n'est pas à ce moment-là que je m'inquiète d'abord de la PrEP. On a dit les conditions de vie, c'est la base. Les conditions de vie, c'est la base. Les conditions de vie ne sont pas optimales aujourd'hui pour que les gens se soucient de la prévention. Donc aujourd'hui, vraiment, moi, je trouve que la PrEP, c'est vrai, c'est une problématique. Il faut donner accès à cela aux femmes, mais ce n'est pas leur problème aujourd'hui. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Donc du coup, vraiment, moi, c'est difficile justement d'aborder cette problématique-là face à des personnes qui ont d'autres problématiques, qui sont quand même des besoins primaires. Oui, de savoir où dormir. Oui, c'est ça. Je disais aussi, comme vous venez de poser la question, là, comment limiter les contaminations de femmes en France? D'abord, c'est la prévention. Comme on le dit toujours, la prévention en santé sexuelle, c'est ce qu'on les fait tous les jours, c'est dans notre ADN, on le parle, on le vend, donc voilà. Et en plus, il y a l'accompagnement. Cet accompagnement, ça doit être un accompagnement en santé globale, comme l'ont dit mes autres consoeurs, en santé globale. Et s'il n'y a pas cet accompagnement dans sa globalité, là, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, on accompagne, on fait ce qu'on peut par rapport au parcours de soins et tout. Aide n'est pas que la seule association. On a aussi des partenaires, on a aussi des personnes où on peut orienter. Mais quand vous orientez la personne, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est difficile de dire que nous allons comment limiter la contamination dans cette période ici hivernale. Quand vous orientez une personne, il n'y a pas de place. Et vous allez parler de la PrEP comment? Autant, aussi longtemps, cette personne n'a pas de toit, n'a pas de rien. De fois, nous, à Aide, on organise des week-ends santé, au moins 2 jours où les personnes sont en abri pour leur bien-être.
Voilà, il y a un temps, vous partez un vendredi, un samedi où le personne, il y a d'autres, quand vous entendez des témoignages, ces femmes ou ces personnes, vous dites aujourd'hui là, je me sens comme un être humain. Au moins j'ai un toit, on me sert, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai pris mon déjeuner, j'ai pris, donc j'ai fait des moments de partage et tout. Donc ça fait mal, mais bon, l'État n'est pas là pour le faire et aide aussi avec les subventions. Vous le savez, ces derniers temps, les subventions, on n'en parle même pas. Dans le temps, on faisait plusieurs fois de week-end santé. Au moins, si la personne ne se retrouve pas, mais peut-être au moins cette personne a un week-end où se reposer, s'échanger avec des thématiques à travers ces temps-là de bien-être. Là, on peut parler d'autres sujets, d'autres thématiques. Mais actuellement, aide aussi est réduite. On n'a pas de subventions. On n'a plus vraiment des subventions comme c'était dans les temps pour organiser ces temps-là de bien-être, ces temps-là d'information. On fait avec le peu de moyens qu'on a par rapport à la prévention. Et après, ces personnes-là, les 115, il n'y a pas de place. Auparavant aussi, on avait aussi des appartements à coordination thérapeutique qui appartenaient à l'association. Là, c'est maintenant compliqué, même avec les personnes qui sont séropositives. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. On s'est dit, comment est-ce qu'on va limiter cette contamination avec aussi à la base cette politique publique répressive? Si vous aviez, c'est une dernière petite question, puis je vous passe la parole. Une dernière question, vous pouvez prendre une mesure, enfin, quelle est la mesure selon vous, vous quatre, qu'il faut prendre, qui serait le plus voilà, d'urgence aujourd'hui, hein? Un chez soi d'abord. Un chez soi, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un vrai problème social, quoi, avant d'être un problème médical. Ouais. Vous diriez quoi? Oui, je suis assez d'accord. C'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. C'est un chez soi. Et je voulais aussi... Ouais. C'est d'abord les besoins primaires. Je voulais aussi ajouter une parenthèse là. À aide, on a une on appelle observation étranger malade. Donc, on accompagne, et moi, on accompagne aussi des personnes par rapport à nous-mêmes qui accompagnent des personnes dans leur parcours et aussi, on est outillés aussi pour faire face à ces changements de loi et tout. Et aide aussi intervient d'une façon à aider financièrement par rapport au premier titre, comment payer le timbre, oui, le premier titre de séjour et le renouvellement. C'est ce qu'on le fait et là, c'est... On manque de mots et on continue toujours la prévention, on les fait et actuellement là, d'ici là, il y aura encore un livret qui va sortir de l'association Aide aussi parlant de la prévention de la population migrante. C'est juste un outil d'information, de formation aussi pour se prendre en charge et se protéger et protéger les autres. On est sur terrain, on est en train de faire ce qu'on peut. Ouais, je comprends. Monsieur, est-ce que vous avez une question, monsieur? Oui, je voulais demander aux professionnels de la santé si vous avez des chiffres sur la proportion de femmes qui auraient recours au traitement post-exposition. Le TPE. La TPE, on ne sait rien, en Oui. fait. Donc, ni homme ni femme, j'en sais rien. Ah, oui, Ouais, c'est extrême. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chiffres. Il y a des chiffres assez anciens sur, je sais pas, les deux qui parlent derrière, vous avez les chiffres de TPE? J'ai une étude dessus, il y en a beaucoup qui sont et les logiciels qui existent. Ouais, parce que là, aujourd'hui, on est au niveau de la traite, mais pour que la traite fonctionne, déjà, il faut qu'on ait la conscience du TPE aussi. Parce que tout à l'heure, on abordait la question de la culture. Et il ne faut pas oublier qu'on est très dans la protection divine de la santé. Ça aussi, c'est une question qu'il faudrait aborder avec la communauté, que ce soit les femmes ou les hommes. Cette façon de se voir protéger sa santé, notre santé ne nous appartient pas. Elle appartient à la divinité qui nous protège.
C'est pour ça aussi que nous devons penser aussi notre façon de faire la prévention. Comment j'apporte. Quand Lydien disait, quand on parle de la PrEP, la personne vous questionne, est-ce que vous le prenez? C'est-à-dire, elle a besoin d'une référence réelle pour pouvoir commencer par imaginer comment prendre en charge sa santé. C'est très important, ces éléments culturels-là. C'est établir la confiance, c'est ça? Est-ce que ça fait partie de... C'est une difficulté d'établir cette confiance, ou elle se fait, comment elle se fait? Ça peut parfois être une difficulté, mais en général, j'ai l'impression que l'hôpital, on essaie de passer au-delà de ça. Et on est quand même très accompagné par des associations. Et justement, on n'hésite pas à se faire aider et on a les ressources pour aller demander quand on voit que nous, on est bloqué et qu'on n'arrive plus à bien communiquer. Et là, je pense que l'aide communautaire, c'est très, très importante. Effectivement, c'est une difficulté. Déjà, les questions de confiance, c'est vraiment une difficulté parce que, imaginez, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, parlant une langue que vous ne maîtrisez pas. Voyez? Et puis maintenant, on est en train de vous parler d'un certain nombre de choses auxquelles vous n'aviez pas conscience. En fait, vous n'abordiez pas ça comme ça autour de la table, quoi. Donc, c'est vraiment, il faut un cadre de confiance pour ça. Et il faut des mots pour ça, parce qu'aujourd'hui, les médecins, par exemple, vont utiliser un langage qui n'est pas... qui est très soutenu, et même les personnes qu'on aborde, si vous parlez un langage trop soutenu, les gens, ils sont là, ils vous regardent par politesse. En fait, ils sont là, ils retournent chez eux, ils n'ont rien appris, rien compris. Mais parce que vous avez utilisé des termes qui sont un peu trop élaborés pour... C'est pourquoi nous, par exemple, on est en train de sortir justement le livret « Ma santé, mes droits ». On a essayé de faire en sorte que ce soit des personnes avec le groupe Prévav, qui est le groupe de prévention contre le VIH auprès des publics migrants venus d'Afrique subsaharienne, à élaborer des outils qui sont accessibles à cette population, avec des termes assez simples et clairs, dans un langage moins soutenu, un peu plus familier, pour que les gens se sentent un peu plus proches, plus impliqués par l'information qui veut être véhiculée, et aussi utiliser d'autres outils, parce que parfois, la lecture, tout le monde ne sait pas lire. Les gens, ils arrivent, ils ne savent pas lire. Donc, du coup, faire des audios, faire des dessins, vraiment des trucs imagés, parce que nous également, on est quand même un peuple qui aime beaucoup, qui a une culture très imagée. On imagine des choses, les images nous parlent plus. Donc, du coup, travailler sur des outils de cette façon, ça permet de faciliter la communication, en fait, d'entrer en confiance. Parce que quand ton médecin, il t'aligne des mots, indétectable égale intransmissible, sans te décortiquer de tel... on ne comprend pas, on met des affiches I égale I, intransmissible. Même déjà le commun voilà, il lit ça, ok, non, on ne sait pas. On ne sait pas, on passe dessus et ça ne sert à rien. Moi, je trouve qu'on dépense trop d'argent pour mettre en lumière des choses. Et on pense que ça sert à quelque chose. Effectivement, ça sert à quelque chose. Peut-être pour des gens, pour des gens, mais pas pour les bonnes personnes. Pas pour les bonnes, pas auprès des bonnes personnes, c'est sûr. Oui, ça parle certainement à quelqu'un, mais aux initiés. Donc, il faut décoder ce il faut être initié pour décoder ces codes-là. Donc, du coup, oui. Donc, la mise en confiance passe par également descendre au niveau des personnes. Voilà. Pas qu'elles sont bas, mais c'est parce qu'on n'est pas de la même culture, je suis désolée. Moi, le français qui se parle ici, des fois, il faut que je réfléchisse un peu et tout, qu'est-ce que ça veut dire et tout, je cherche et tout. Donc voilà, parce que moi, si je vous parle en bassa, vous n'allez rien comprendre, donc voilà. Essayez. Donc c'est ça, c'est pas qu'il est mieux, pas mieux, mais c'est différent. C'est différent. Donc il faut tenir compte de tout ça, que ce soit dans les entretiens à l'hôpital avec les infections, il faut qu'ils prennent conscience que la personne que j'ai en face de moi vient d'ailleurs, d'une autre culture. C'est pour ça que moi, j'aime pas souvent utiliser le mot migrante. Moi, je dis les femmes d'ailleurs. Tu vois, parce que pour moi, c'est qu'on vient d'ailleurs. C'est pas parce qu'on ne connaît rien. Le regard que les gens ont, quand on dit migrant directement, ça crée cet écart-là. Bon, oui, les sous-personnes, les personnes qui manquent de... Mais non, c'est
pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on est forcément, on connaît rien. Parce que chez nous, il y avait également quelque chose. Peut-être pas pareil, mais il y avait quelque chose. Donc du coup, c'est ça. Il faut prendre compte de tout ça. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou pas? Non, peut-être aussi toucher la question des femmes trans. Voilà, alors justement, alors les femmes trans, Karen, ouais, parce qu'on avait dit qu'on en parlait. On avait dit qu'on en parlait, les femmes trans. Parce que c'est une problématique, c'est pour ça, qui est différente. Ouais, qui est assez différente. Donc en effet, quand on regarde les chiffres de Santé publique France, ils nous disent que le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes trans a augmenté de plus de 170 ou je ne sais plus combien de pourcents. Il y a deux choses dedans. Je pense qu'il y a aussi une augmentation peut-être des diagnostics, effectivement, chez les personnes trans et notamment les femmes trans. Et il y a aussi un meilleur référencement dans les différents systèmes de surveillance, qui fait qu'on les a réattribués soit à des femmes, soit au HSH, le plus souvent, et que là, elles sont effectivement dans la case personnes trans. Du coup, ça explique une partie de cette montée qui a l'air d'être vertigineuse et qui l'est peut-être pas autant. Voilà. Après, c'est des personnes qui sont dans le soin et puis parfois un peu plus difficilement. C'est aussi des personnes qui prennent la PrEP. On avait fait une étude sur 2 centres parisiens et le centre de Tourcoing sur les personnes qui prennent la PrEP et les personnes qui l'arrêtent. Et donc avec notamment le centre de Bichat, il y avait quand même une représentation assez intéressante des personnes trans et des femmes trans, parce qu'il n'y avait que 2 hommes trans. Et on voit que c'est des personnes qui sont vont moins prendre la PrEP, mais aussi qui vont arrêter plus rapidement. Les femmes cis d'ailleurs arrêtent aussi plus souvent que les HSH la PrEP, et puis pour des raisons différentes, pour des raisons déjà le ménage, ça bouge beaucoup, donc on part de centre, et donc du coup on a du mal à suivre le suivi, et puis beaucoup aussi de ressentis, d'effets indésirables, d'autres maladies, voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes trans, c'est de la même façon, c'est aussi les discriminations, les conditions de précarité dans lesquelles elles vivent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'il y a du travail du sexe, parce qu'elles n'ont pas le choix, qui font que ça les expose au VIH, aux IST, et qu'il y a aussi une difficulté d'accès aux soins, parce qu'il y a aussi une grosse stigmatisation dans le soin des personnes trans, et aussi une méconnaissance, parce que du coup une personne trans ne se soigne pas de la même façon qu'une personne cis. Voilà. Mais par la nationalité non plus. Oui, et après aussi des personnes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour les pays de naissance sont un peu différents, et c'est plus souvent des personnes d'Amérique du Sud. L'Équateur, les Brésil, voilà. Je pense avoir tracé un rapide. Nous, on a un groupe de femmes, on a un groupe à PACA au Sport Longchamp, un groupe de femmes transmigrantes venues du Brésil et tout. Et une fois, j'ai assisté à, on parlait de la stigmatisation dans le milieu du soin. Quand elles ne sont pas en confiance, en réalité, elles n'arrivent pas à... Déjà, il y a la barrière de la langue et tout ce qui va avec. Et moi, j'avais assisté à une scène à l'hôpital. J'étais partie pour pour déposer des affiches. Je me rappelle, j'étais partie pour déposer des affiches et tout par rapport à la sérophobie. Et ce jour-là, j'ai rencontré une femme trans-brésilienne en pleine... complètement perdue et égarée à l'hôpital, au service infectieux. Et elle, personne ne la calculait. C'est-à-dire qu'elle est venue pour son rendez-vous. Est-ce qu'elle est à l'heure? Est-ce qu'elle n'est pas à l'heure? Moi, j'en sais rien. Mais elle est là. Elle a besoin que quelqu'un puisse en fait l'aborder. Déjà, le fait qu'elle soit trans, les infirmières ne s'approchent pas, elles ne lui adressent pas la parole, elle vient poser la question, elle ne parle pas le français. Donc, moi, j'ai vu cette détresse-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que quand une personne arrive pour un soin, quelle que soit
la nature de ce soin, la moindre des choses, c'est de l'aborder pour savoir quel est le besoin, trouver le moyen par Google ou je ne sais pas trop quoi, mais un outil, chercher quelqu'un qui peut, en fait, faire une démarche pour pouvoir atteindre le besoin de la personne. Et par la suite, il y a une responsable de aide qui est venue, elle était là, elle était partie faire autre chose, elle est revenue. Et là, elle était en colère qu'elle soit encore là. Donc du coup, elle me dit, mais c'est pas possible ici. Chaque fois, si je ne viens pas avec ces femmes, elles ne sont pas adressées en fait. On n'essaye même pas de savoir quel est le problème. Les infirmières ne les calculent pas. Et je me suis demandé, mais si on arrive dans un service infectieux et qu'une femme qui est séropositive, par exemple, France ou pas, qui est séropositive, on ne peut pas lui apporter la première solution qui est la communication. Bah, c'est qu'on a coupé un peu. Comment vous travaillez pas à Bichat, qui est plus spécialisé pour recevoir les femmes trans, enfin les personnes trans, mais vous, comment vous expliquez cette situation, ce rejet, une forme de rejet ou de non prise en charge Je pense que malheureusement, même dans le personnel soignant, il y a encore beaucoup à faire sur l'éducation en santé sexuelle, que ce soit en infectiologie ou avec les autres spécialités. Il y a de plus en plus de programmes sur comment bien accueillir les personnes trans, parce que cet exemple-là, malheureusement, il se reproduit très fréquemment. Et donc, effectivement, il y a plus organisé soit par des associations, comme Trans, pour vraiment former les personnels de santé à bien accueillir les personnes, à savoir quoi dire, à ne pas avoir peur, en fait, et à savoir quoi dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit de plus en plus se diffuser, parce que oui, c'est un problème, cet accueil-là qui n'est pas du tout satisfaisant. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a encore on va bientôt arrêter, il est l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Oui, monsieur? Alors, je n'ai pas de question, plutôt des réflexions par rapport à ce que vous avez. Et quelques années, à 18 ans en arrière, dans Elle, les femmes africaines séropositives ont élaboré un roman photo où elles questionnaient l'urgence sociale et l'urgence médicale. Elles ont considéré qu'il y a toujours eu un rendez-vous manqué en matière de prévention. Et quand l'INEM disait qu'aujourd'hui, les 115 ne répondent plus à des demandes d'urgence pour de nuit, et en même temps, ces femmes-là, on sait, elles sont exposées. Et moi, je pense que ces femmes-là aimeraient de avoir l'information sur le risque encouru à répondre à n'importe quelle proposition bienveillante d'un homme qui attend contre quelque chose, et qu'ils aient aussi l'information que oui, je suis en difficulté, mais je suis aussi exposé. Comment, c'est une utopie, hein, mais quelque part, mais comment renverser cette urgence sociale par rapport à l'urgence médicale, donc de l'information sur le danger qu'on vit. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, avec les chiffres qui ne cessent pas de baisser par rapport aux femmes nées en infectieux sérieux. C'est un peu une réflexion qui vient d'esprit par rapport à ce petit bonhomme dont vous avez produit dans le bassin. Est-ce qu'il ne faut pas renverser finalement ce pyramide de Maslow? Merci beaucoup. Eh bien, merci.